je vais essayer de vous présenter de la façon la plus claire possible, parce que c'est plein de sigles difficiles à comprendre et à intégrer, un peu les différents acteurs qui interviennent dans le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile. Je ne vais pas aborder le parcours de la demande d'asile parce que c'est Héloïse qui va en parler tous les aspects plus juridiques, mais plutôt le dispositif d'accueil concret qui accueille les demandeurs d'asile quand ils arrivent sur le territoire français, qu'est-ce qui est censé se passer en théorie et qu'est-ce qui se passe en pratique parce que c'est assez différent. Du coup, en théorie, les demandeurs d'asile, quand ils arrivent sur le territoire français, sont censés être pris en charge et hébergés et accompagnés socialement et administrativement immédiatement. Dans les faits, je pense que si vous êtes dans cette salle, vous savez tous que c'est pas trop le cas. En tout cas, il faut savoir qu'en tout cas, sur ce qui concerne le droit à l'hébergement, pour commencer, parce que c'est le nerf de la guerre, je pense. Sans hébergement, on ne peut rien envisager, même commencer une démarche, envisager de déposer cette demande d'asile en France quand on est dans la rue, parfois c'est très difficile. Il y a des gens qui attendent parfois 2 mois, 3 mois, 4 mois, ce qui entraîne des difficultés parce qu'ils n'arrivent pas du tout à se projeter, parce que voilà, quand on n'a pas de vie, quand on n'a pas de toit, c'est compliqué. Pareil pour l'apprentissage du français. Malgré la super dynamique qui se met en place sur les camps Jaurès, se projeter dans une dynamique d'apprentissage du français alors qu'on est à la rue, c'est compliqué. Donc voilà, l'hébergement, un préalable indispensable à tout, qui est malheureusement très délaissé. En principe, je ne sais pas trop quel est votre niveau d'information à tous, donc je vais essayer de commencer sur les bases. Je suis désolée si je dis des choses que certains savent déjà. Mais en théorie, un demandeur d'asile doit être hébergé en CADA. Donc c'est un des nombreux sigles un peu barbares. Je suis désolée, on a beaucoup, mais ça c'est l'administration française. Un CADA, c'est un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Donc c'est soit un foyer, soit un dispositif hôtelier, soit c'est en hébergement collectif, une sorte de centre d'hébergement avec des chambres, tout le monde au même endroit. Soit c'est éclaté, c'est-à-dire que c'est plusieurs logements un peu dispersés dans toute la ville, gérés par une association qui s'occupe d'aller à la rencontre des gens pour les accompagner. En général, effectivement, c'est géré par une association parce qu'il faut savoir que dans tous les cas, que ce soit pour la demande d'asile, l'accompagnement social et l'hébergement, l'État sous-traite, entre guillemets, les questions. C'est des systèmes d'appel d'offres. En général, c'est des associations. Plusieurs associations se portent candidates et l'État retient la meilleure. Il faut comprendre celle qui coûte le moins cher, en général. Les missions du CADA, c'est l'accueil et l'hébergement, c'est l'accompagnement administratif, social et médical, et aussi l'accompagnement, dans le cas des familles, à la scolarisation. Donc c'est assez complet. Et ça, c'est le dispositif normal auquel, malheureusement, tous n'ont pas accès. Voilà. Il faut savoir que c'est un dispositif un peu à part qui relève du Code de l'action sociale, mais qui est différent des centres d'hébergement classiques pour les publics précaires français ou sans papier qu'on peut accueillir dans les centres d'hébergement classiques que vous connaissez peut-être mieux. Voilà. Donc le financement relève de l'État, la gestion relève des associations qui ont gagné les appels d'offres. À ce jour, en 2016, il devrait y avoir 33 000 places en CADA. Sachant qu'on estime pour 2016 entre 70 000 et 85 000 demandes d'asile. Je vous laisse faire le calcul et vous rendre compte que il n'y en a pas assez. Du coup, que reste-t-il pour toutes les personnes qui n'ont pas le droit au CADA? Et voilà, sachant que les critères et les systèmes d'attribution de CADA sont assez opaques et assez flous. Ce qui se passe, c'est que
Héloïse vous détaillera le parcours de la demande d'asile, mais une des étapes, c'est l'enregistrement de la demande d'asile au guichet unique, en préfecture, par l'OFII. Et c'est l'OFII qui est responsable de la prise en charge des personnes et qui doit faire une proposition d'hébergement. Il y a des fois où elle est faite, il y a des fois où elle n'est pas faite. Moi, je vous avoue que moi-même, je ne sais pas trop sur quels critères c'est fait, pourquoi certains ont un hébergement, pourquoi certains l'ont au bout de 3 mois, pourquoi certains l'ont tout de suite, pourquoi certains l'ont jamais. C'est pas toujours forcément sur des critères de vulnérabilité. Les publics vulnérables passent en priorité, les personnes malades, les familles, mais c'est un autre dispositif de prise en charge encore. Mais sur les publics non vulnérables, on va dire, enfin les hommes majeurs isolés, enfin moins vulnérables, les critères d'attribution, c'est un peu la loterie, en tout cas à vue d'œil de l'extérieur. Du coup, pour toute cette moitié de demandeurs d'asile qui ne bénéficient pas de CADA, il reste ce que l'État appelle UDA, à notre sigle, c'est-à-dire hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. Donc ça, c'est tout le dispositif que vous connaissez peut-être mieux, où les personnes évacuées atterrissent après les évacuations de campement. Donc ça regroupe pas mal de choses. Ça peut être... c'est pareil, c'est la loterie. C'est-à-dire que la personne monte dans le bus et va être déposée quelque part, avec plus ou moins de... Parfois pas, avec plus ou moins de chance. Donc, UDA, l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, ça inclut plusieurs structures, notamment les centres d'hébergement d'urgence, qui sont des dispositifs qui ont été ouverts assez massivement depuis 2 ans, qui existaient auparavant. Les centres d'hébergement d'urgence, ça a toujours existé, mais en tout cas, le dispositif spécifique d'accueil pour les demandeurs d'asile a connu une grosse croissance depuis 2 ans, depuis que les campements de rue ont pris beaucoup d'ampleur et beaucoup de présence médiatique. Donc il y a eu énormément de centres qui ont été ouverts pour accueillir ces personnes qui s'entassent dans la rue et qui sont évacuées et qu'il faut bien mettre quelque part si on n'a pas qu'elles reviennent dans la rue. Donc il y a les centres d'hébergement d'urgence, c'est un peu le même fonctionnement que les CADA, mais moins bien. Donc c'est-à-dire que c'est plus d'hébergés pour moins de travailleurs sociaux, moins de budget. Voilà, c'est piloté par l'OFII toujours. Je vous expliquerai plus précisément qui est l'OFII, ce qu'ils font après. Les centres d'hébergement d'urgence. Oui, il faut savoir que c'est réservé aux hommes majeurs isolés. Parce qu'il y a plusieurs dispositifs de prise en charge selon les publics. Selon vos expériences de terrain, puisque vous connaissez plus spécifiquement certains publics que d'autres, il y a donc notamment il y a des publics qui sont considérés comme vulnérables. Par exemple, les mineurs isolés, qui sont censés être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. En l'occurrence, à Paris, c'est encore sous-traité par une association, en tout cas dans le dispositif d'évaluation, parce qu'un mineur qui arrive en France, qui arrive à Paris, doit prouver qu'il est mineur pour être protégé. Aujourd'hui, ça se passe plutôt mal. Oui. Le dispositif d'évaluation des mineurs isolés étrangers, le DEMI, géré par la Croix-Rouge, est très saturé et il y a des pratiques... Moi, je ne suis pas spécialiste de la question, donc je ne vais pas développer, mais il y a énormément de refus, des refus aux faciès, des pratiques violentes, et beaucoup de mineurs qui restent à la rue, malheureusement. Mais en tout cas, ils sont censés être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Et c'est un dispositif qui, en fait, ne relève pas forcément de la demande d'asile. Voilà, c'est un dispositif de protection des mineurs. Et une fois majeurs, les personnes peuvent éventuellement déposer une demande d'asile, mais c'est un dispositif différent. Pour les familles, qui sont aussi considérées comme un public vulnérable, ça relève de la compétence de la mairie, qui doit prendre en charge les familles et les mettre à l'abri.
Aujourd'hui, en guise de mise à l'abri, c'est des dispositifs hôteliers, c'est-à-dire que les familles sont placées en unité d'hôtel le temps après de recevoir un CADA, parce qu'elles en bénéficient aussi, sauf que comme les délais d'attribution sont très longs, en attendant, elles sont mises à l'abri en hôtel. Les hôtels, dans les faits, c'est des hôtels, hein, mais souvent dispersés un peu partout dans le fin fond de zone industrielle de l'Île-de-France, très isolés et sans aide alimentaire et souvent sans suivi social et administratif. Là encore, il y a la Croix-Rouge qui est en charge de ce dispositif de suivi social et administratif des familles en hôtel, mais avec malheureusement beaucoup trop peu de personnel pour que ce soit significatif. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur la question parce que c'est pas non plus le public que je connais le mieux, mais c'est pour vous donner une idée. Donc, du coup, l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile est donc majoritairement destiné aux hommes majeurs isolés qui, en fait, n'étant pas considérés comme vulnérables, n'avaient aucune possibilité de prise en charge autre que les CADA, et qu'il n'y a pas cette place, c'est la rue. Donc les hommes majeurs isolés, donc centres d'hébergement d'urgence, il y a aussi depuis peu des CAO, des centres d'accueil et d'orientation qui fleurissent un peu partout en France. Donc c'est des dispositifs qui sont censés être de très court terme avant une orientation. Donc par orientation, il faut comprendre soit un placement en CADA, si la personne est considérée comme un demandeur d'asile régulier, soit une orientation hors de France si la personne est sous procédure Dublin. Héloïse, tu expliqueras ça, je pense. Voilà. La procédure Dublin, très rapidement, c'est quand on considère que la demande d'asile de la personne ne relève pas de la responsabilité de la France. Et on n'a pas énormément de retours, malheureusement, sur ce qui se passe dans les CAO, surtout en province, mais les problèmes qui se posent, visiblement, de ce qu'on entend, c'est que ces personnes seraient assignées à résidence le temps d'être renvoyées dans les pays, ce qui pose pour nous des gros problèmes de privation de liberté, puisque ces mesures sont légales, malheureusement, mais quand même assez abusives. En Île-de-France, en tout cas, le dispositif majoritaire, c'est les centres d'hébergement d'urgence. Il y en a beaucoup maintenant, il y en a entre, je ne sais plus le chiffre exact, mais il y en a entre 30 et 50 qui peuvent accueillir jusqu'à plus de 150 personnes, donc c'est assez considérable. Donc c'est des endroits qui sont également gérés par des associations comme Emmaüs, comme la Croix-Rouge, comme Aurore, des associations qui étaient déjà positionnées sur l'hébergement de personnes en situation de précarité et qui se sont forcément, logiquement positionnées dans l'accueil des demandeurs d'asile, puisque c'est des personnes en situation de précarité aussi. Sans forcément être spécialisées sur la demande d'asile, ce qui pose parfois aussi des problèmes un peu d'accompagnement dans les centres quand les travailleurs sociaux sont pas mal démunis par moment. Donc il y a des règles dans ces centres d'hébergement. Les demandeurs d'asile sont soumis à certaines obligations, notamment l'obligation, si les personnes sont vraiment primo-arrivantes, c'est-à-dire s'ils viennent d'arriver sur le territoire français, une fois hébergés, ils ont 1 mois pour démarrer une procédure de demande d'asile. Si dans ces délais, les démarches pour demander l'asile en France n'est pas entamée, il est mis fin à leur hébergement. Le seul cas de figure dans lequel ce délai peut être allongé, c'est s'il y a des difficultés d'accès à la plateforme de demande d'asile, qui est beaucoup le cas à Paris. Autre règle imposée, interdiction d'être absent plus de 3 nuits d'affilée, sinon il est mis fin à l'hébergement. Donc il est vraiment demandé une présence assez assidue, parce que l'idée c'est d'avoir des dispositifs fluides, et s'il y a tellement besoin de place que il y a besoin de place.
Et il y a un taux d'encadrement de travailleurs sociaux qui est beaucoup plus faible que dans les CADA, malheureusement, donc un suivi administratif et social qui s'en ressent, qui peut être moins efficace, moins de qualité. Et malheureusement, peu ou pas de budget pour, par exemple, pour l'enseignement du français. L'enseignement du français est de la responsabilité des associations qui accueillent les personnes, mais il faut trouver des choses gratuites. Donc, vous les bénévoles, vous êtes bien pratiques pour ça, pour proposer des cours de français à moindre frais. Nous, l'idéal, au BAM, en tout cas, on ne veut pas du tout défendre, on le fait parce qu'il faut bien proposer quelque chose, mais on ne veut pas du tout défendre le fait que ce soit uniquement des bénévoles qui enseignent le français aux demandeurs d'asile. Ce qu'on veut défendre, ce pourquoi on milite, c'est une offre institutionnelle de français langue étrangère pour les demandeurs d'asile comme pour les réfugiés. Pour les personnes statutaires, ça existe, c'est difficile d'accès, mais ça existe. Pour les demandeurs d'asile, il n'y a rien du tout, ce qui pose des gros problèmes d'intégration. Intégration, pardon, c'est un gros mot, mais des gros problèmes de. Parce que les personnes qui arrivent, une fois qui obtiennent le statut, sans jamais avoir appris un seul mot de français et qui se retrouvent en face de Pôle emploi, en face de la CAF, à devoir chercher un travail soudainement sans parler un mot de français. Si on pouvait mettre les 9 mois d'attente de réponse à la demande d'asile à profit pour apprendre le français, ça faciliterait beaucoup de choses pour tout le monde. Donc voilà, malheureusement, pas de budget pour ça dans les centres d'hébergement. Rien du tout au niveau médical, alors qu'en CADA, il y a des choses qui sont faites sur l'aspect médical, alors que la santé, c'est quand même une grosse dimension de l'accueil des demandeurs d'asile, surtout quand c'est des personnes qui sont passées par la rue, forcément, ça abîme. Et pareil pour les activités, ça peut paraître très con, bien sûr, c'est pas des enfants, mais passer ses journées à manger, dormir, c'est très usant psychologiquement, à être constamment dans l'attente de la réponse de l'OFPRA, l'attente de l'argent de Pôle emploi, l'attente de ci, l'attente de ça. C'est très épuisant et ça met dans des situations d'inertie très difficiles à gérer et à réparer après quand il faut se remettre dans une situation de dynamisme, tout d'un coup quand on a mis des marques à faire ou un travail à trouver. Des choses comme ça. Ça, c'est pour les dispositifs d'hébergement d'urgence un peu 4 étoiles, on va dire. Parce que les autres solutions d'hébergement, lors des évacuations, ça peut être en hôtel ou en gymnase. Voilà, s'il n'y a plus de place dans la centre d'hébergement, il y a des dispositifs provisoires, des gymnases qui sont réquisitionnés, des nuitées d'hôtel qui sont payées. Donc il y a certains hôtels où il y a vraiment une association qui est là pour accompagner les personnes, où ça se passe bien, mais certains hôtels où les personnes sont un peu complètement délaissées, sans aide alimentaire, sans soutien social, très isolées. Voilà. Et les gymnases, je pense que je n'ai pas besoin de détailler sur le fait que ce n'est pas une solution d'hébergement satisfaisante. Mais qui malheureusement des fois se prolonge faute de pouvoir orienter les personnes parce que le dispositif est saturé. Donc ça c'est pareil, c'est la loterie lors des évacuations, les personnes montent dans les bus et descendent là où elles arrivent, sans avoir évidemment la possibilité de choisir. Du coup, je vais aussi, dans toute cette nébuleuse de l'hébergement, vous éclairer un peu et vous assommer avec votre sigle sur les organismes qui sont responsables de l'hébergement des demandeurs d'asile. La prise en charge de l'hébergement des demandeurs d'asile relève de l'OFII. L'OFII, c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Voilà. Qui est donc responsable de la gestion, du financement et du pilotage des plateformes d'accueil pour demandeurs d'asile, donc la première étape pour la demande d'asile,
et qui sont responsables de la coordination nationale du dispositif national d'accueil. Le dispositif national d'accueil, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le dispositif qui regroupe tous les dispositifs d'hébergement et aussi le dispositif d'aide financière qui s'appelle l'ADA, allocation pour les demandeurs d'asile, et qui est intimement lié à l'hébergement, parce que maintenant, depuis peu, que ce soit en CADA ou en centre d'hébergement d'urgence, la somme perçue n'est pas la même si on... D'une part, la somme perçue n'est pas la même selon qu'on soit hébergé ou pas. Donc les personnes en CADA, en centre d'hébergement d'urgence, reçoivent environ 200 € par mois, tandis qu'une personne qui n'a pas reçu d'offre d'hébergement reçoit 341 € par mois. C'est environ 8 € par jour par personne. Donc les familles reçoivent par personne, donc ça se cumule. Et l'autre lien avec l'hébergement, c'est que l'allocation peut être supprimée si la personne refuse une orientation ou une offre d'hébergement. C'est-à-dire que si on lui propose un CADA à Trifouiller les Oies, loin de tout, et que la personne refuse, plus d'allocation. Donc vraiment, fin de prise en charge totale. Voilà, donc l'OFI est responsable de la gestion de ce dispositif. De la gestion des flux, c'est-à-dire de l'orientation des personnes dans les centres d'hébergement et hors des centres d'hébergement, du suivi du fonctionnement des centres d'accueil. Ça veut dire que c'est eux qui définissent les règles de fonctionnement des centres d'accueil. Ce qui pose un peu parfois problème parce que les personnes hébergées, les migrants, comme les soutiens, parfois ne comprennent pas forcément que les associations gestionnaires ne sont pas forcément responsables de toutes les règles très strictes qui sont dictées. C'est des choses, la plupart, c'est énoncé et dicté par l'OFI. En tout cas, tout ce qui concerne les 3 nuits d'absence, le mois pour entamer une démarche d'asile, les critères d'admission dans le centre d'hébergement. L'OFI, à côté de ça, est aussi responsable de l'accueil et l'intégration des immigrés légaux, donc par exemple les personnes qui vont obtenir la demande d'asile, et aussi à l'aide au retour et à la réinsertion pour ceux qui auraient envie de rentrer. Voilà. Pour ce faire, l'OFI, en tout cas au niveau des régions, est épaulée par la DRIL. La DRIL, c'est la Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement. En fait, concrètement, c'est eux qui s'occupent d'appeler les centres d'hébergement pour savoir combien il y a de place et de dispatcher les gens pendant les évacuations. Ça peut aussi être la DDCS, à savoir Direction départementale de la cohésion sociale. Ça dépend des départements. C'est soit l'un, soit l'autre. Ça dépend. Et voilà, donc c'est eux qui sont responsables de la mise en œuvre de l'hébergement, avec l'OFI qui pilote donc. La préfecture dans tout ça, elle est uniquement responsable de l'ouverture de centres d'hébergement, par exemple de réquisitionner un bâtiment pour en faire un centre d'hébergement, et de la fermeture d'un centre d'hébergement, tandis que les associations sont responsables de la gestion quotidienne du centre d'hébergement. Un petit panorama rapide des droits sociaux des demandeurs d'asile et des statutaires, parce que ce ne sont pas les mêmes. Un demandeur d'asile n'a pas les mêmes droits qu'un réfugié. Donc au niveau du droit aux ressources, je vais vous en parler, c'est donc l'allocation pour demandeurs d'asile qui s'élève à environ 341 € ou environ 200 € par mois. C'est pas énorme, c'est mieux que rien si l'allocation est reçue régulièrement et systématiquement. Dans les faits, il y a beaucoup de dysfonctionnements, ça aussi, le fonctionnement est assez opaque. Il y a des personnes qui reçoivent très bien l'allocation, des personnes pour qui pendant 3 mois rien n'est versé, et puis après tout est versé d'un coup. C'est très compliqué. Au quotidien, pour les demandeurs d'asile, en tout cas, c'est très compliqué à gérer parce que pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, sans aucune visibilité, sans aucune information, ils peuvent ne pas recevoir l'argent auquel ils ont droit. Alors, ils le reçoivent où ? Avant c'était soit envoyé par chèque,
soit verser directement sur le compte, sur le livret A de la Poste, parce qu'ils ont droit à l'ouverture d'un compte, un livret A à la Poste avec une petite carte qui permet juste de retirer l'argent au guichet de la Poste. Depuis quelques mois, le dispositif est en train de changer et maintenant, il est remis directement lors du dépôt de la demande d'asile au guichet unique, une carte ADA. Alors ça, le fonctionnement, c'est encore plus compliqué qu'avant, parce que sous 30 à 45 jours, la personne reçoit un texto, donc déjà il faut avoir un téléphone, reçoit un texto pour l'avertir que la carte est activée et qu'il peut l'utiliser et retirer de l'argent. Il n'est possible de retirer de l'argent que 3 fois dans le mois avec cette carte. Donc il faut bien planifier. Voilà. Il ne faut pas juste tirer 10 euros parce que sinon on est tellement embêté la troisième fois. Seulement 3 fois et il y a une somme maximale qui doit être de 200 euros peut-être. Ça, je ne me souviens plus exactement. Pour avoir des informations sur ce dispositif, il est possible d'appeler un numéro payant. Voilà, c'est très pratique. Donc pareil, et pour consulter l'argent qui est disponible dessus, ou l'argent qui reste, il faut appeler ce numéro aussi. Donc ça laisse encore moins de visibilité qu'avant, où au moins on pouvait aller consulter l'argent qu'il y avait sur le compte de la Poste, au guichet ou sur Internet. Au niveau du droit à la santé, je vais pas développer énormément parce que Juliane va l'aborder après, mais en tout cas, les demandeurs d'asile ont droit à la CMU, à la CMUC, ce qui permet d'aller chez le médecin, d'aller à l'hôpital si besoin. Le problème, c'est que si la CMUC était délivrée dès l'arrivée en France, ce serait beaucoup plus facile, sauf que il y a énormément de délais. Déjà, il faut attendre que les démarches soient démarrées, ce qui des fois prend plusieurs mois, étant donné le long parcours du combattant, avec toutes les étapes de campement, d'évacuation et compagnie. Il y a aussi les délais administratifs, parce que vous connaissez tous l'administration française, vous connaissez tous la sécurité sociale, c'est très long, il suffit d'une erreur d'un document oublié pour devoir attendre 2 mois supplémentaires. Donc ça retarde encore l'attribution des droits pour des personnes qui sont souvent dans des situations de santé assez compliquées. Et il y a aussi une autre difficulté qui est, selon les situations, selon les départements, des ruptures de droit assez récurrentes, notamment pour les personnes qui sont sous procédure Dublin, qui ont des récépissés d'1 mois, de 2 mois, et du coup, la sécurité sociale coupe les droits CMU et attend d'avoir le nouveau récépissé à chaque fois pour réouvrir les droits. Et du coup, ça fait 1 mois de CMU, 1 mois sans CMU, 1 mois de CMU, 1 mois sans CMU. Ça pareil, pour la stabilité du parcours de santé, c'est moyen. Je parlais des droits à la santé. Donc du coup, pour les demandeurs d'asile, c'est la CMU-C, la CMU complémentaire, qui permet, quand elle est acquise, quand elle est attribuée, pour du long terme, de consulter un médecin en secteur 1, bien sûr, d'aller à l'hôpital, de recevoir des soins dentaires minimaux, qui assurent des soins dentaires d'urgence, pas de reconstruction. L'ophtalmologie aussi, c'est possible, il faut juste être très patient. L'accès à la santé, c'est pas seulement l'ouverture de droits. Il y a aussi tout bêtement la barrière de la langue. C'est difficile de se faire soigner quand on ne sait pas expliquer où on a mal. C'est pour ça notamment que dans les cours de français, il faut essayer au maximum d'axer l'enseignement sur les choses pratico-pratiques qui peuvent servir très vite. Et j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, ça fait partie des premières leçons. Pour les personnes qui n'ont pas de couverture santé, je vais pas développer parce que Juliane va aborder la question de son intervention après.
Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler le droit à la mobilité, le droit à se déplacer. Comment font ces personnes pour se déplacer? Je pense que vous savez, vous imaginez que prendre le métro, prendre le RER, c'est très compliqué quand on n'a pas de ressources. Du coup, il faut savoir que, ayant droit à la CMU, les demandeurs d'asile ont droit à la solidarité de transport. La solidarité de transport, c'est un tarif de réduction qui permet de payer uniquement 25% du tarif du pass Navigo, à savoir maintenant 18,25 €. Après, comme je disais, avec tous les délais administratifs d'attribution de la CMU, ça retarde beaucoup les possibilités de se déplacer en règle. Donc, du coup, les personnes sont amenées à se débrouiller elles-mêmes pour se déplacer, c'est-à-dire souvent fraudées. Ce qui pose des gros problèmes d'endettement des personnes, parce que quand ils reçoivent des amendes, donc quand ils ne sont pas domiciliés, quand ils n'ont pas encore de papier, déjà, ça veut dire que ça fait quand même un gros risque aussi d'arrestation comme ça, un peu impulsive, parce que si la personne n'a pas encore commencé de démarche, se fait arrêter dans les transports, si elle tombe sur un contrôleur un peu zélé, pas de papier, elle peut se faire arrêter. Et quand la personne a commencé cette démarche et qu'ils ont un récépissé, il y a des contrôleurs qui ont bien compris comment ça fonctionnait et qui n'oublient pas de bien noter le numéro AGDREF, c'est le numéro d'identification des personnes qui sont dans le récépissé. Et une fois que c'est enregistré, les personnes vont se retrouver avec des amendes qui les suivent tout le temps, parce que ce numéro, ça les enregistre partout en France, où qu'ils soient, et une fois qu'ils ont leur statut, ils se retrouvent avec des dettes, parce que les amendes, même si elles ne sont pas payées, c'est des sommes de plus en plus élevées, et après ça passe en procédure judiciaire, et on se retrouve avec des personnes endettées à hauteur de 200, 300, 500, 1000 €. Il faut savoir qu'il y a une solution qui existe, c'est de saisir le médiateur de la RATP ou le médiateur de la SNCF selon les lignes concernées. Pour ça, il faut d'abord avoir fait la contestation soit à la RATP, soit à la SNCF, et si on essuie un refus, il est possible de saisir le médiateur. Le travail du médiateur, c'est de faire la médiation entre la personne qui s'estime lésée et l'organisme. Donc, ça arrive parfois qu'il y ait des possibilités d'annuler certaines amendes en exposant la situation sociale, la situation de précarité de la personne, et en arrivant à bien démontrer que la fraude en début de parcours n'est pas de son fait. Mais en tout cas, la création du pass Navigo, c'est possible avec le récépissé, avec leur document d'identité. Et la seule chose qu'il faut pouvoir prouver, c'est qu'ils ont une adresse en Île-de-France. Voilà. Il faut savoir, je ne sais pas si vous le savez tous, mais que les demandeurs d'asile, les personnes en procédure de demande d'asile, n'ont pas le droit légalement de travailler. C'est un droit qui a été supprimé en 1991, sans doute pour pas trop contrarier les travailleurs français. Voilà, donc ce qui pose beaucoup de problèmes, parce que du coup les seules ressources qui leur sont laissées, c'est là-bas, c'est l'allocation pour demandeurs d'asile, ce qui met de fait les personnes dans une situation de dépendance vis-à-vis des allocations, et qui est une dépendance subie. Et voilà, donc ça c'est pour. Je pense que c'est pas vous, les personnes dans cette salle, qu'il faut convaincre, mais quand on entend tous les discours des étrangers qui viennent pour profiter des allocations, là les demandeurs d'asile, ils n'ont pas le droit de travailler, ils n'ont pas le choix. Pour les personnes qui voient leur demande d'asile acceptée, qui deviennent statutaires, au niveau des ressources, c'est comme pour les personnes françaises. Pour les personnes de moins de 25 ans, il n'y a pas grand-chose en termes de ressources. Il y a juste pour les personnes de moins de 25 ans qui bénéficient de la protection subsidiaire, c'est-à-dire pour 1 an, ils peuvent avoir droit à l'ATA. C'est une allocation qui est versée par Pôle emploi. Parfois, à Pôle emploi, eux-mêmes, ils ne le savent pas, ils ne sont pas au courant.
Mais du coup, si vous accompagnez des personnes qui ont le statut, qui ont la protection subsidiaire, c'est-à-dire le titre de séjour d'1 an, et qui ont moins de 25 ans, qui sont sans ressources, vous pouvez y penser. Pensez à le souffler à Pôle emploi s'ils n'ont pas pensé eux-mêmes. Et sinon, pour les plus de 25 ans, bah, il y a le RSA. Voilà, le droit commun français, donc il faut s'inscrire à la CAF, il faut être patient. Il y a ça. Pour la recherche d'emploi, il y a Pôle emploi, vous connaissez. Bon, après, c'est forcément plus compliqué pour eux parce qu'il y a la barrière de la langue, tout est prévu en français, les conseillers Pôle emploi parlent rarement anglais. Les emails, les offres d'emploi sont transmises en français, c'est compliqué. Donc sans accompagnement, à moins que la personne parle très bien français, sans accompagnement, c'est très compliqué et ça retarde beaucoup de choses aussi. Voilà, tout en sachant qu'il y a aussi beaucoup de droits qui dépendent de la carte de séjour. Parce que pendant un moment, entre l'attribution du statut et l'attribution de la carte de séjour, il y a un peu un flottement. Parce que pour obtenir la carte de séjour, il faut un petit papier, un petit certificat de naissance de l'OFPRA. Et le délai d'obtention, en ce moment, c'est 10 mois. Voilà. Et malheureusement, du coup, ça fait que beaucoup de droits sont en attente, notamment l'ouverture d'un vrai compte bancaire. Pour avoir une vraie carte bleue, il faut la carte de séjour. Et pour bénéficier de toutes les offres d'intégration de l'OFI, il faut pour ça avoir signé le contrat d'intégration, et pour ça, il faut la carte de séjour. Donc, voilà, beaucoup de choses qui prennent beaucoup de temps encore. Et en ce qui concerne le logement, c'est pareil, là il rentre dans le dispositif de droit commun français. Mais bon, après, par exemple, une demande de logement social à Paris, c'est 10 ans d'attente. Donc il ne faut pas passer par ce biais-là. Pour les personnes qui sont hébergées en centre d'hébergement d'urgence, notamment, il y a un organisme qui s'appelle le GIP Habitat, qui a pour mission d'orienter les personnes vers une situation d'hébergement, les personnes statutaires vers des situations d'hébergement ou de logement adaptées à leur situation. Donc les personnes hébergées en centre d'hébergement d'urgence sont convoquées à des entretiens d'évaluation sociale où sont regardées leurs démarches, leur autonomie, leur apprentissage du français, leurs ressources et leurs souhaits d'hébergement. Après, selon leurs souhaits géographiques, des propositions qui leur sont faites. Il y a des propositions, il y a une seule proposition qui leur est faite, c'est la proposition est refusée, fin de prise en charge dans le centre d'hébergement. Donc il n'y a pas vraiment de choix, mais le souhait géographique est quand même pris en compte. C'est-à-dire que si la personne demande à rester sur Paris, on ne fera pas une proposition pour aller à Angers. Sauf que voilà, les délais sont très longs, le GIP Habitat, il fonctionne beaucoup en sous-effectif comme tout le monde. Et les délais pour obtenir un logement, même pour obtenir un entretien, sont très longs, donc les personnes sont amenées à rester plusieurs mois encore en centre d'hébergement d'urgence. L'avantage du centre d'hébergement d'urgence par rapport au CADA, c'est qu'en CADA, quelle que soit la situation, orientation ou pas, une fois le statut obtenu, au bout d'1 mois, il faut partir. Voilà, même s'il n'y a pas eu de solution d'hébergement derrière. Donc ça, c'est très embêtant parce que ça remet les personnes à la rue ça casse tout ce qui a pu être construit auparavant. La solidarité transport n'a pas été supprimée. Elle a été supprimée pour les bénéficiaires de l'AME. L'AME, c'est l'aide médicale d'État et c'est l'aide. C'est l'aide accordée aux sans-papiers, aux personnes qui n'ont pas de documents qui les autorisent à séjourner en France. Les demandeurs d'asile, eux, ils ont droit à la CMU, et du coup, à ce titre, ils ont encore droit à la solidarité transport. De manière générale, la préfecture et les personnes qui organisent des évacuations ne donnent absolument aucune information sur le lieu où les personnes sont envoyées. C'est complètement opaque. Il n'y a pas de transparence là-dessus. Ça, c'est depuis toujours, depuis le début des évacuations. Malgré des demandes, des soutiens,
des associations qui accompagnent les migrants, ça n'a jamais été fait, il n'y a jamais eu de transparence sur les lieux d'orientation. Donc on peut savoir, on peut savoir en recoupant, en appelant les personnes. On peut, pour ce qui est de la cartographie, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire la cartographie complète de tous les lieux d'hébergement en France. Après, c'est pas des lieux qui sont tenus secrets non plus, donc si on c'est possible de la faire. Les CAO sont répertoriés, les CHU sont répertoriés, ça c'est pas tenu secret. Mais après, pour savoir où sont envoyées les personnes tel jour, c'est pas possible, malheureusement. Effectivement, le statut d'étudiant ne donne pas le droit au RSA, quelle que soit l'origine de l'étudiant. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est aller voir n'importe quelle organisation étudiante un peu implantée dans son université. Elle va vous faire obligatoirement, elle aura la liste de toutes les aides auxquelles l'étudiant a droit en fonction du département auquel l'université se rattache. Voilà. Par ailleurs, il faut savoir qu'il y a des assistantes sociales dans quasiment toutes les universités, que ces assistantes sociales ne sont pas forcément toutes formées sur la question des demandeurs d'asile, mais c'est un problème global sur la question des travailleurs sociaux en France, puisqu'on a abandonné l'idée de former les travailleurs sociaux depuis un certain temps sur la question du droit des migrants et du droit des étrangers globalement. Et ça, c'est un vrai problème. Donc je pense qu'il faut absolument qu'il s'adresse à son AS et qu'elle peut lui débloquer des aides auxquelles il doit avoir droit. Et notamment les aides du Conseil général et les bourses d'État et les bourses par matière. Je ne sais pas à quel niveau d'études il est. Par contre, les années de FLE ne comptent pas comme une spécificité. Déjà, l'avantage, c'est qu'il a une carte d'étudiant, ce qui pourrait faire valoir au cas où il perd son titre de séjour actuellement. Enfin, Oui, ça existe, il y a des réseaux d'hébergement chez des particuliers qui se développent, notamment Singa, je ne sais pas si tu connais, Singa, S-I-N-G-A, qui est, je crois, la première asso qui a vraiment commencé à développer ça de manière un peu sérieuse. Après, voilà, comme tous les dispositifs d'hébergement, il y a plus de demandes que d'offres, donc malheureusement, mais oui, ça existe. Je sais que l'État est en train de vouloir pas mal développer ça pour pallier au gros manque d'offres d'hébergement. Il y a le SAMU, avec le SAMU social, ils ont essayé de développer ça aussi pour les statutaires, un dispositif géré par le SAMU social où des particuliers accueilleraient des personnes statutaires. Ça n'a pas très bien fonctionné. Je ne connais pas trop les raisons, mais en tout cas ça a été monté. Et il y a un appel d'offres aussi qui circule en ce moment, qu'on a vu aux associations pour des associations qui pourraient être porteuses de projets pour accompagner des particuliers qui accueillent des personnes chez elles. Donc c'est en train de... C'est un peu, il y a une volonté de l'État de porter ça aussi pour, j'espère peut-être pour diversifier les offres. Mais en tout cas, c'est surtout Singa qui a bien fait ça sérieusement. Délit de solidarité. Après ça dépend qui te accueille. Hein. Enfin, un réfugié, un demandeur d'asile, c'est des gens qui ont le droit de séjourner sur le territoire français. Donc la question se pose même pas. Après, si c'est un sans-papier, malheureusement, ça peut arriver. Il y a eu des cas de poursuite. Bon, c'est très isolé, mais il y a eu des cas de poursuite pour des personnes qui le faisaient sans but lucratif. Donc voilà, je pense que si tu tombes sur un juge mal luné ou un tribunal mal luné, le pic mal luné surtout. Un CHU, c'est un centre d'hébergement d'urgence, voilà. C'est tous les centres qui ont été ouverts pour accueillir les personnes suite aux évacuations. Un CAO, c'est un dispositif, c'est-à-dire centre d'accueil et d'orientation. C'est un dispositif qui est censé être vraiment de court terme pour orienter les personnes vers un CADA a priori. Les CAO, c'est un dispositif qui est plus périn que les centres d'hébergement d'urgence.
sachant qu'en vrai, les centres d'hébergement d'urgence, aujourd'hui, étant donné les faibles possibilités d'orientation, ça devient des centres d'hébergement tout court. Enfin, les personnes restent 6 mois, voire plus. Très rapidement, du coup, le truc qui va être ouvert par la mairie de Paris, c'est un centre. Alors, ils ne veulent pas appeler ça un camp, c'est un centre d'accueil. Donc, qui sera divisé en plusieurs parties. Une première partie d'accueil de jour, où toute personne primo-arrivante à la rue pourra se présenter pour demander une prise en charge. Il y aura des entretiens d'évaluation de la situation de la personne. Selon sa situation, la personne pourra être orientée vers plusieurs dispositifs. Si elle ne relève pas de la demande d'asile, ils seront orientés vers des accueils de jour ou vers le 115. Si la personne relève de la demande d'asile, si c'est un homme majeur isolé, il y a un lieu d'hébergement sur place, au même endroit, qui peut accueillir 400 personnes. La durée d'hébergement prévue, c'est 5 à 10 jours. Pourquoi ? Parce que le but, c'est pas d'entasser les personnes dans un camp, c'est de les orienter rapidement, soit en Ile-de-France, soit dans la France entière, vers les dispositifs d'hébergement que je vous ai décrits. Donc soit des CADA, soit des CHU, soit des CAO. Donc voilà, l'ouverture est prévue mi-octobre, il faut que les orientations tournent bien pour que ce soit fluide. Et pour les publics vulnérables, pour les mineurs isolés étrangers, rien ne change. Ils seront orientés vers l'aide sociale à l'enfance, comme c'est le cas actuellement. Pour les familles, rien ne va changer pendant quelques mois jusqu'à l'ouverture d'un centre d'hébergement d'urgence spécifiquement pour les familles. Ce qui n'existait pas avant, parce que comme je vous le disais, pour les familles, c'est pour l'instant le temps qu'il y ait un CADA qui soit attribué, c'est d'hébergement en chambre d'hôtel. Et là, il va y avoir, d'ici la fin de l'année, l'ouverture d'un centre d'hébergement d'urgence pour les familles spécifiquement destinées, qui serait orienté du coup depuis ce centre d'accueil qui va ouvrir porte de la Chapelle mi-octobre. Voilà, dans les grandes lignes. En ce qui concerne les femmes sont considérées comme publics vulnérables. Les femmes seules, du coup, elles sont prises en charge en ce moment en dispositif hôtelier par la mairie. Pour les couples, oui, aussi, ils sont pris en charge dans des dispositifs spécifiques. Pareil, hôtel, au titre de public, mais voilà, il faut prouver mariage, véritable attachement. Je sais qu'en ce moment, ils sont très 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 sensibles sur la question des couples, parce que il y a beaucoup de suspicions de faux couples, ou alors de traite, ou alors de choses comme ça. Donc il faut vraiment que le mariage soit réel et prouvé. Il fait beaucoup de conditions.